Bien, alors nous allons commencer la deuxième partie du cours sur les forces de Laplace en essayant de regarder un exemple particulier. Donc celui-là, il va falloir en connaître la démonstration et ça va être un tout petit peu calculatoire, donc on va le prendre vraiment tranquillement. Et il s'agit de déterminer les actions mécaniques des forces de Laplace, donc à la fois la résultante des forces et le moment de ces forces s'il y en a un, pour une spire qui serait en rotation autour d'un axe. Et ça nous permettra de faire dans le grand 3 et dans le grand 4 des études plus particulières au niveau des moteurs, puisque c'est le but et les systèmes motorisés fonctionnent principalement là-dessus. Alors, je vais faire le dessin juste après, mais déjà je vous explique en gros le schéma du montage. Donc on va prendre une spire rectangulaire avec deux côtés opposés égaux, qui valent B et A ici. Alors on pourrait prendre une spire carrée, ça ne changerait pas grand chose, mais ça va nous permettre de savoir qui correspond à quoi. Et on définit un système d'axes. Donc j'ai l'axe Y qui va être l'axe de rotation de la spire. L'axe X va être l'axe sur lequel se trouve le champ magnétique, et l'axe Z, donc si on était en deux dimensions, ça viendrait vers vous, mais en fait c'est l'axe qui va prendre la perpendiculaire ici, et donc par rapport auquel va aussi tourner la spire. Le plan OXY, c'est un plan qui va être perpendiculaire à la spire, au plan OXZ, pardon. Et donc on va avoir cette rotation et on fait parcourir cette spire par un courant et on se pose la question de savoir quel va être la force et les actions que peuvent avoir ces forces de Laplace là-dessus. Donc en premier lieu on va recopier le schéma, description du système étudié. Et on va essayer de voir quels vont être l'effet de ces différentes forces sur ce système. Donc notre système, comme précisé, il va y avoir un axe vertical de rotation qu'on va appeler Y, un axe horizontal selon lequel va y avoir le champ magnétique, on va mettre en vert, comme depuis le début, donc j'ai B, E, X, et on va avoir un axe dans ce sens-là, X, Y, donc ça, Z pointe vers vous, c'est pour cette raison en fait là qu'on a mis Y, de manière à ce que le troisième axe vienne vers l'avant, tout simplement. Et à l'intérieur de ce système, vous avez la spire proprement dite, qui va tourner autour de l'axe. Alors le dessin n'est pas super parce que la spire va plus loin, elle doit être symétrique de chaque côté, elle va avoir, donc si j'appelle les points P, Q, R et N, donc c'est N, P, Q, R, le côté PQ et le côté RN vont être égaux à petit b, et les deux autres côtés, ça va être un petit a. Donc j'ai une spire qui va avoir une forme rectangulaire et qui peut tourner autour de l'axe vertical. Alors, si je m'intéresse dans un premier temps à la résultante des forces de Laplace. Résultante des forces de Laplace. Alors je vous rappelle que dans le cours précédent, on a justement déterminé, du fait de la force de Lorentz qui s'exerce sur les particules qui se baladent à l'intérieur de notre système, une expression pour les forces de Laplace qui s'exprime en fonction du courant, et puis quand on découpe un petit élément de fil et quand on se récupère au niveau du champ magnétique. Là, j'ai une spire qui est fermée, et donc je vais pouvoir écrire que ma résultante des forces de Laplace, ça va être la somme de toutes les forces de Laplace qui s'exercent sur tous les petits bouts que je pourrais essayer de déterminer comme ça. Et comme
cette somme se fait sur un contour qui est fermé, on va avoir en mathématiques un symbole pour déterminer ça, et c'est ce petit rond qui indique que on fait la somme sur tout le circuit, donc sur un contour fermé, donc tout le circuit. Alors, l'avantage d'écrire ça de cette manière-là, c'est que quand je vais remplacer l'expression, donc on fait la somme sur le circuit des I, des L vectoriel B, évidemment, le courant va être le même là-dedans, donc je vais le placer de cette manière-là sur le schéma. Le courant va être le même sur tous les DL qui vont être traversés par ce même courant, puisque tous ces petits éléments sont en série les uns avec les autres. Et le champ magnétique est supposé uniforme sur l'ensemble de la surface. Et vous allez donc avoir un champ qui va pouvoir s'enlever de l'intégrale. Donc je vais pouvoir sortir celui-ci de l'intégrale et celui-là aussi. Je me retrouve avec I, la somme sur le circuit fermé de tous les petits DL, et cette somme, je prends vectoriel, je mets en facteur le B correspondant. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez des tas de petites flèches et que vous les sommez comme ça le long de votre circuit, ben, il y a un moment où vous allez revenir au même endroit et la somme de tous ces petits vecteurs, ben, ça va vous donner le vecteur nul puisque on part et on arrive au même endroit. Donc ce machin-là, c'est le vecteur nul, d'où une résultante des forces de Laplace qui est égale à 0. Vous pouvez se dire, c'est pas très intéressant. Vous avez un système qui finit par vous donner 0. Donc en fait, la conclusion, c'est Laplace ne contribue pas au déplacement, à la translation, ne contribue pas à la translation de la spire. Il a une résultante nulle, et donc il ne va pas la déplacer par rapport à l'axe. Elle ne va pas bouger comme ça. Par contre, on verra que ça aura une action sur la rotation parce que le moment, le couple correspondant va être non nul. Donc c'est le point intéressant, c'est facile à calculer. Vous avez la résultante des forces de Laplace qui sont. Alors on peut peut-être s'amuser à regarder quand même la tête de ces forces de Laplace sur chacun des éléments. Donc par exemple sur celui-ci, j'ai le I qui monte dans cette partie-là. Vous avez le I qui va vers le haut. Donc je prends idéal ici. J'ai B qui est comme ça, ce qui veut dire que la force résultante va planter vers l'arrière, enfin va être selon EZ, puisque là j'ai un truc selon Y, là j'ai un truc selon EX. Donc la force de Laplace sur PQ va être orientée comme ça vers l'arrière dans ce sens, alors qu'au contraire, la force sur Rn, là j'ai le IDL qui va vers le bas, le B est toujours par là, donc la force, elle va être selon plus EZ, donc la force au niveau de Rn va être selon EZ. Au contraire, ces systèmes-là, donc vous avez quelque chose qui est dans le plan horizontal, donc soit selon Z et X en partie. Je fais vectoriel X, donc la partie selon X n'intervient pas. J'ai donc globalement un truc qui me reste selon Z et selon X. EZ vectoriel EX, ça donne plus EY. Donc je me retrouve avec une force sur RQ ou sur QR plutôt, qui va être vers le haut, et une force de l'autre côté sur NP qui va être vers le bas. Donc on voit bien que, étant donné que par exemple ces deux-là ont la même longueur, cette force va compenser celle-ci, et de la même manière ici, cette force va compenser cette-ci, de sorte qu'au total, on ait bien une résultante des forces qui soit nulle. Bon, alors je vais écrire le titre là, parce que j'aurai besoin de plein de place derrière pour bien faire mon beau dessin. Donc on va s'intéresser à la partie difficile de cette section, qui est le couple des actions mécaniques de Laplace.
des forces de la place dans le cas de cette spire rectangulaire. Dans le cas de la spire rectangulaire. Alors si vous regardez, quand vous aurez les notes de cours qui sont associées à ça, cela fait partie en fait des démonstrations des capacités exigibles. Vous avez à établir et connaître l'expression du moment du couple subi en fonction du champ magnétique extérieur et du moment magnétique de la spire rectangulaire. Donc on va essayer de faire apparaître cette histoire de moment magnétique pour remettre en perspective les choses et voir que ça s'exprime relativement bien. Donc le résultat sera relativement facile à retenir. C'est encore une histoire de moment, donc de produits vectoriels comme on va le voir. Mais la démonstration, typiquement si vous avez un exercice là-dessus, vraisemblablement ils vont commencer par vous demander de refaire cette démonstration. Alors pas ex nihilo à mon avis, mais en vous guidant un tout petit peu pour voir à quoi ça correspond. Alors je vais faire un grand schéma pour essayer de visualiser. On va avoir deux vues. Vous avez la vue en 3D de votre graphique et la vue du dessus. Alors je vais tout de suite vous montrer que j'ai ces deux schémas de manière numérique. C'est ça qu'on va essayer de reproduire. Vous avez la même vue qu'avant qu'on a dessiné, mais en essayant de détailler un tout petit peu la position du champ magnétique, la position du IDL et donc l'emplacement de la force. On va aussi détailler le fait que le moment magnétique est perpendiculaire à votre spire, donc va partir dans ce sens-là, va être dans le plan OXZ, et donc on va essayer d'exprimer ce vecteur normal à votre surface de manière simple en fonction de cet angle alpha. Et pour ce faire, le plus simple, c'est de faire une vue du dessus. Et dans cette vue du dessus, vous voyez que l'axe de rotation est ici. De ce côté-là, vous avez le courant qui monte sur PQ. Sur Rn, vous avez le courant qui descend. Donc, vue du dessus, on voit la queue de la flèche comme ça. Et on peut essayer de déterminer les forces qui s'exercent. Donc, dans la vue 3D, on a mis les forces sur QR et sur NP. Dans la vue du dessus, on a mis les forces qui vont être selon les deux autres axes pour bien montrer que ça va être dirigé suivant Z. Alors notez que vu du dessus, Z il va vers le bas parce que j'ai X, Y et Z qui vient par ici pour obtenir le résultat qui m'intéresse. Donc je vais essayer de vous guider dans le dessin pour arriver à revoir et que vous ayez quelque chose sur votre cahier qui soit bien adéquat à ce niveau-là. Donc vous avez un premier, on dessine notre spire rectangulaire, hop, qui va être comme ça. Cette spire rectangulaire, vous dessinez l'axe qui doit être à peu près au milieu, qui va correspondre à l'axe de rotation Y. Vous avez l'axe des X, qui est bien horizontal, et vous avez le vecteur moment magnétique qui part par là et qui fait dans le plan horizontal un angle alpha avec l'axe des X. Vous avez que le champ magnétique est comme ça, selon EX. Et donc, localement, sur chacun, sur un truc de longueur, un élément, un déplacement élémentaire le long du fil dans le sens du courant, vous avez que ce vecteur champ magnétique se retrouve et c'est le même partout, même longueur, même direction. Quand vous regardez le IDL, ici, donc on a décidé de mettre I vers le bas, donc le vecteur IDL, il est de cette manière-là, toujours dans le plan qui place dans XZ. Et résultat, la force correspondante, donc
IDL vectoriel B, vous avez la force qui va pointer ici vers le bas, et donc la force à cet endroit-là va être vers le bas. Au contraire, en haut, vous avez le IDL qui fait dans cette direction-là. Là, vous avez le IDL qui est la direction opposée, donc le produit vectoriel va simplement changer de sens. Les angles sont les mêmes, les réactions sont les mêmes. Quand vous faites en vue du dessus, vous ne voyez en fait de votre cadre que cette partie-là. Donc on redessine les axes. J'ai l'axe en vue du dessus. L'axe des X, il reste horizontal. L'axe des Y, qui est l'axe de rotation, il pointe vers vous. Donc ça, c'est les Y. Et l'axe des Z va partir comme ça vers le bas. Donc si je dessine maintenant, alors on fait très attention de ne pas faire un angle de 45 degrés. Si je dessine ma barre, je me retrouve avec ça, où le courant est en train de monter de ce côté-là, puisque de ce côté-là, si je remets les mêmes noms, N, P, Q, R, de ce côté-là, je vois en fait le point Q, qui est ici. De ce côté, je vois le point R, et vous voyez que le courant, il descend, donc il rentre dans la feuille. Je me retrouve comme ça. Et donc ça vous correspond à votre IDL qui monte ou qui descend, selon que vous êtes du côté droit ou du côté gauche. Le champ magnétique est toujours uniquement selon X, donc dans cette direction-là. Et le produit vectoriel, IDL vectoriel B, ça vous donne une force qui est ici sur l'axe des Z, mais selon moins le Z. Donc là, j'ai mon DF. Et au contraire, IDL vectoriel B, cette fois-ci, vous avez un machin selon l'axe des Z, mais dans l'autre sens. Donc, comme je disais tout à l'heure, la partie supérieure et la partie inférieure ont tendance à se compensent l'une l'autre, et les parties droite et la partie gauche, on voit ici, ont des forces qui, une fois sommées, se compensent, voire se compensent 2 à 2 si on prend deux points qui se correspondent. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre là-dessus le vecteur moment magnétique. Donc, ce vecteur, il est porté par le vecteur normal, qui est ici perpendiculaire à cet axe-là. Il fait un angle alpha avec l'axe des X, et on peut écrire ce vecteur. Donc, je vous rappelle la définition du vecteur moment magnétique. C'est le courant qui traverse votre spire, multiplié par la surface, le vecteur surface, donc la surface, selon le vecteur qui va être normal à la spire. Donc ça nous permet d'avoir l'ensemble de notre système. Donc si là j'ai alpha, vous pouvez remarquer que ici j'ai pi sur 2 moins alpha, et donc ici aussi cet angle, ce serait pi sur 2 moins alpha. Ça va nous servir tout à l'heure pour faire des projections, notamment pour calculer les moments qu'on peut avoir pour faire le lien avec tout ce qui nous intéresse. Bon, alors, on veut déterminer, donc le but, ça va être de déterminer le moment des forces de la place, déterminer le moment des forces de la place par rapport à l'axe, et l'axe c'est OY. Déjà, on voit que sur QR et sur NP, donc sur ce bout de fil et ce bout de fil, les forces, les DF, sont collinaires à EY. Et s'ils sont collinaires à EY, ça veut dire que les moments qu'on va pouvoir calculer par rapport à n'importe quel point vont être perpendiculaires à EY, et le moment
par rapport à l'axe EY qui se trouve en faisant le produit scalaire des moments vectoriels avec EY va être nul. Donc ça, leur moment par rapport à EY sont nuls. Hein, le moment par rapport à l'axe OY DDF est égal à 0, mais que sur QR et NP. Bon, ça c'est déjà la partie simple du calcul. Vous avez deux grosses parties qui disparaissent automatiquement et c'est pas la peine de s'embêter de trop. Bon, alors maintenant il va falloir regarder qu'est-ce qui se passe sur PQ et qu'est-ce qui se passe sur RN. Donc c'est deux côtés. Je vais garder mon schéma pas trop loin, mais voyons voir qu'est-ce qui se passe sur le premier côté, sur le côté droit. La force de la place sur PQ va être donnée par la somme de P à Q des petites forces de la place correspondantes. Et ça s'écrit, on va refaire la démonstration, PQ I dl vectoriel B, c'est le même I partout, c'est le même B partout, donc je me retrouve avec I somme de PAQ dl, le tout vectoriel B, et donc je me retrouve avec I PQ vectoriel B. Donc ça c'est la force qui s'exerce selon PQ. Alors pour calculer effectivement cette force, c'est relativement facile, puisque le vecteur PQ, on a dit que la longueur valait B. Si on revient au tout premier schéma, les longueurs de PQ et de RN valaient B, donc ça va être B. Selon le vecteur EY, quand je vais de P à Q, je monte selon EY. Et le champ magnétique, lui, il était B selon EX. Donc je me retrouve avec du EY vectoriel EX et donc du moins EZ. Donc ça s'écrit moins IBB, c'est pas le même B, selon EZ. Donc j'ai une expression explicite de la force selon PQ et j'aimerais pouvoir calculer le moment par rapport à mon axe OY de cette force selon PQ. Alors, pour calculer ça, il me suffit finalement de regarder de nouveau la notion de bras de levier. Vous voyez que ici, je me retrouve avec la direction de la force comparée à l'axe ici, passe par un minimum. Alors, je vous rappelle que cette distance-là, c'était A. Donc, la distance qui est ici, ça va être A sur 2. Et étant donné que j'ai ici du pi sur 2 moins alpha, cette distance-là, ça va être du A sur 2 cosinus de pi sur 2 moins alpha. Ça me donne donc une valeur qui va correspondre à du A sur 2 sinus alpha. Et quand je calcule, j'ai donc le bras de levier A sur 2 sinus alpha multiplié par IBB qui est la force et dont la projection me fait tourner dans le sens trigonométrique, donc je vais avoir une projection qui va être positive à ce niveau-là sur mon mouvement. Là je compte mon alpha positif, je vais raisonner de manière purement géométrique pour être tranquille, mais là sur mon dessin ça fait tourner en sens positif en supposant que mon alpha il est bien positif. Ok, donc j'ai mon expression qui mon moment selon OY pour cette première partie qui va s'écrire comme ça. Si je regarde sur Rn,
de la même manière, la force sur Rn va être égale à I Rn vectoriel B. Et ce Rn, cette fois-ci, il est selon moins B EY, enfin il vaut moins B EY, il descend selon Y, vectoriel BEX, et donc je me retrouve avec un produit vectoriel qui cette fois-ci est positif ou de projection positive selon EZ. Et avec cette projection positive, on voit bien sur le dessin que j'ai le même bras de levier, donc je vais aussi avoir du A sur 2 sinus alpha. J'ai que la force est dans l'autre sens, mais elle est aussi de l'autre côté de l'axe, de sorte qu'elle fasse tourner exactement de la même manière, dans le même sens. D'où le moment par rapport à OY de cette force sur Rn va être égal à plus, là aussi, A sur 2 sinus alpha fois IBB. Résultat, quand je calcule le couple correspondant selon OY, ce couple va être égal à la somme des deux moments des forces, donc le moment selon PQ et le moment selon Rn, et le moment de la force qui s'exerce sur Rn. Les deux A sur 2 s'additionnent, tout le reste est pareil, et donc je me retrouve avec A sinus alpha IBB. Alors je vais peut-être le remettre ensemble, c'est IAB sinus alpha fois B. Donc ça, c'est le moment projeté selon Y. C'est assez facile de voir que j'aurais pu rester et faire les calculs uniquement vectoriellement, et je me retrouve avec, comme j'avais la projection selon Y, IBB sinus alpha selon EY pour l'expression du couple, du moment du couple associé aux forces de la place. C'est bien un couple parce que la somme des forces est nulle. Et j'ai l'expression qui revient ici. Alors, quand on voit ça, on se rend compte, tiens, ça, c'est mon moment. Enfin, c'est la norme de mon moment magnétique associé à la spire. Il y a un sinus alpha. Or, sinus alpha, l'alpha, c'est l'angle entre M et B. Alors là, j'ai calculé uniquement en termes en valeur absolue, mais si vous regardez, quand j'ai la norme d'un vecteur fois la norme d'un autre vecteur, ici, la norme d'un vecteur fois la norme d'un autre vecteur fois le sinus de l'angle entre les deux, ça doit vous rappeler une histoire de produit vectoriel. Et le produit vectoriel de M, comme ça, avec B qui est comme ça, c'est quelque chose qui est vers le haut et qui va donc avoir tendance à vous faire tourner, si je l'interprète en tant que moment de force, à vous faire tourner dans le sens trigonométrique, ce qui correspond bien au sens ici calculé pour ces forces. Ce qui veut dire qu'on peut, et c'est ça qu'il va falloir retenir, on peut écrire ce couple sous la forme M vectoriel B directement, et ça me donne, si je connais l'orientation du moment magnétique de la spire et du champ magnétique extérieur, donc ça c'est le moment magnétique de la spire qui est parcouru par le courant I. S'il n'y a pas de courant qui passe, il n'y a pas d'interaction, donc de la spire, et ça c'est le champ magnétique extérieur qui est imposé sur la spire
l'expression de ce couple est simple. Alors vous voyez, à chaque fois, dans toutes les formules qui font intervenir un champ magnétique, c'est à chaque fois vectoriel B. C'est QV vectoriel B, IDL vectoriel B, maintenant M vectoriel B. Donc on se retrouve systématiquement avec la même dépendance en B, ce qui facilite un petit peu le fait de retenir ces formules. Mais après, il faut se souvenir, qu'est-ce qu'on met devant. Pour une force, c'est IDL. Pour le couple, donc un moment de force, ce sera le moment magnétique. Là encore, les moments plus ou moins se correspondent. Pour la force de Lorentz, c'était QV qui intervenait. Bref, essayez vraiment de vous dire, voilà, à quoi correspond mon système pour savoir, pour pouvoir retenir dans quel sens vous devez, qu'est-ce que vous devez mettre devant ce B pour le produit vectoriel. Bien. Alors, là, c'était la partie vraiment difficile de la démonstration. Vous pouvez peut-être refaire rapidement, avoir les idées correspondantes. Donc, c'est l'essentiel est là-dessus, et puis avec le dessin. Donc, vous calculez sur chacun des axes le PQ vectoriel B. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que sur les axes verticaux où ce moment où les forces ne sont pas verticales, justement. Donc, le moment va être non nul. Ce moment peut se calculer en termes de bras de levier. C'est ça l'aspect important, c'est ce dessin-là, pour se le faire, pour bien visualiser que le bras de levier, il est à ce niveau-là. Une fois que vous avez le bras de levier, le couple, ça va être le bras de levier fois la force, plus le bras de levier fois la force, donc 2 fois chaque bras de levier, ce qui correspond à une sorte de bras de levier total là-dedans. Une fois que vous écrivez cette force, vous identifiez que IAB, c'est le moment magnétique, B, c'est le champ magnétique, sinus alpha, c'est l'angle qui est entre les deux, et étant donné qu'on sait dans quel sens font tourner ces forces sur les dessins, que on regarde pour mettre on voit apparaître un produit vectoriel et on regarde que ce produit vectoriel est bien dans le bon sens. Vous pouvez le faire dans tous les sens, vous mettez I dans l'autre sens, vous mettez M dans l'autre sens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour l'obtenir, tiens, une petite chose que j'ai pas détaillée, pourquoi j'ai mis M dans ce sens-là? Parce que je l'ai orienté à cause de ce courant, et donc l'orientation du courant autour de cette spire me dit que le sens positif, donc le vecteur normal qui va être intéressant, ça va être le vecteur qui est dans cette direction. Voilà, donc là on a le gros du boulot qui a été fait. Il nous reste encore une chose à voir, c'est de déterminer la puissance de ces forces de Laplace, donc puissance des actions mécaniques de Laplace. Pour savoir, en fait, pour pouvoir faire des raisonnements énergétiques, mécanique de Laplace. Et pour ça, je vais parler de ce que je n'avais pas encore introduit dans le cours de rotation autour d'un axe fixe. C'est-à-dire qu'on a parlé d'énergie cinétique de rotation, on a parlé de théorème d'énergie cinétique, mais on n'a pas dit comment se calculer la puissance correspondant à un couple. Donc on commence par le cas général avant de faire le cas particulier. Cas général, puissance d'un couple. Donc supposons que vous ayez un solide. Donc on part comme hypothèse d'un solide en rotation autour d'un axe delta est soumis uniquement à un couple. Normalement on dit moment des couples, mais à force on fait un petit abus de langage, à un couple gamma, donc solide en rotation autour d'un axe delta, donc ça veut dire qu'il est fixé à une liaison pivot qui est parfaite. Il est soumis à ce couple gamma, repéré, dont la position est repérée par un angle θ.
Donc, comme c'est un solide, la puissance des forces intérieures va être nulle, et donc on va pouvoir utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour essayer de voir la puissance des forces de Laplace, puisque le théorème de l'énergie cinétique me dit, non, théorème de la puissance cinétique, pardon, théorème de la puissance cinétique, il me dit que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, c'est égal à la somme des puissances, et donc c'est égal à la puissance juste de ce couple-là, puisque il n'y a pas d'autre force extérieure, il n'y a pas d'autre couple extérieur, ou moment extérieur, et puis surtout, les forces intérieures n'ont une puissance nulle, parce qu'il s'agit d'un solide, donc non déformable. Alors, on a d'une part, on a que EC, il s'écrit 1/2 de J delta θ point carré, d'où la dérivée de cette énergie cinétique par rapport au temps va s'écrire J delta θ point multiplié par la dérivée de θ point par rapport au temps, c'est-à-dire θ point point. Donc on a dans un premier temps cette expression de l'énergie cinétique, et moi ce que je recherche, ça va être celui-là. Or, vous avez que par théorème du moment cinétique, J delta θ point point, c'est-à-dire la dérivée du moment cinétique par rapport à l'axe delta, c'est égal à la projection sur delta des moments des couples, donc le couple correspondant sur delta, mais je vais le garder écrit sous cette forme-là. On remplace, ça me dit que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, alors je remplace en mettant ces deux-là ensemble, hein, bien sûr, ce que je retrouve ici, ça s'écrit gamma scalaire U delta fois θ point. Comme la dérivée de l'énergie cinétique, c'est la puissance qui est associée à ce gamma, on a une expression de la puissance qui dépend du couple, d'où la puissance associée au couple gamma va s'écrire gamma scalaire, ce qu'on va appeler le vecteur rotation, qu'on note généralement grand oméga, ou grand oméga, on peut mettre grand oméga, petit oméga, comme vous voulez. Ça va être la vitesse angulaire portée par l'axe de rotation. Donc là, c'est l'axe de rotation. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vecteur rotation. Parce qu'en fait, quand vous faites une rotation, réfléchissez bien à dont vous avez besoin pour définir votre rotation. Bah, c'est simplement la vitesse à laquelle vous tournez autour de votre axe et quel est l'axe. Et donc, ce vecteur rotation vous donne toutes les informations, hein. Quand vous avez votre axe de rotation, vous mettez la vitesse angulaire là-dessus, bah, il vous donne la direction par rapport à laquelle vous êtes en train de tourner et la vitesse à laquelle vous êtes en train de tourner. Et il se trouve que c'est ce qui apparaît naturellement dans l'expression de cette puissance. Alors, remarque, en mécanique, on avait que la puissance d'une force, c'était la force scalaire la vitesse linéaire, bah on peut voir que ça s'écrit aussi le couple, c'est-à-dire la force c'est ce qui faisait vous vous déplacer, la vitesse c'est comment vous vous déplaciez, là le couple c'est ce qui vous fait tourner, et le vecteur rotation c'est comment est-ce que vous êtes en train de tourner. Et forcément, là vous aviez des mètres par seconde, on a mis les mètres là-dedans, une force fois des mètres, ça donne un moment de force, et il me reste les par seconde ou les radians par seconde, interprétés sous cette manière-là, qui correspondent à la vitesse de rotation. Donc ça, c'est de manière générale, vous pouvez le retenir, vous pouvez même le rajouter dans votre cours de mécanique sur la rotation autour d'un axe fixe, donc M6. Vous le mettez dans un coin quand je vous ai parlé notamment d'énergie cinétique, vous me déterminez la puissance correspondante, on introduit ce vecteur rotation et on voit ce que ça donne. Alors dans le cas particulier du couple de Laplace, donc dans le cas du couple de Laplace, on avait une expression explicite de ce couple
qui s'écrivait M vectoriel B. Et donc, je pouvais dire que c'était la norme de M fois la norme de B fois le sinus de l'angle qui va de M à B selon l'axe de rotation qui était EY. Alors, pour éviter de me trimballer tout ça, on va noter θ, c'est l'angle qui va de EX à M, pour définir la position de l'angle M. Eh ben, vous voyez que θ, c'est aussi l'angle qui va de B à M, puisque B est porté par EX par définition, et donc c'est l'opposé de l'angle qui va de M à B. Et de la même manière, pour éviter de me trimballer des normes chaque fois, je vais appeler grand M la norme de M, grand B la norme de B, ça on avait déjà, soit gamma qui peut s'écrire MB sinus θ, enfin sinus de moins θ selon Y, et sinus de moins θ, c'est moins sinus θ. Ça me permet de l'obtenir sous cette formule. Donc là, j'ai mon expression de gamma. Je vais regarder ce que ça me donne au niveau de la puissance. Je garde justement l'expression qu'il y a ici. Je calcule la puissance de ce gamma qui va s'écrire gamma scalaire grand oméga, donc qui s'écrit moins MB sinus θ EY scalaire θ point EY, EY scalaire EY, ça fait 1, et donc ça me donne moins MB sinus θ fois θ point. Tiens, cette expression-là est relativement sympathique, puisque ça s'écrit I à B, cette norme-là. Et donc le I, je vais pouvoir le sortir. Et le sinus θ fois θ point, c'est, avec le moins en plus, la dérivée par rapport au temps de cosinus θ. Donc, je vais mettre le moins ici parce que là, je vous signale juste ce bout-là. Mais le moins avec le moins, ça va se simplifier, de sorte que la puissance des forces de Laplace va être égale à I fois la dérivée au cours du temps du produit AB, qui est la surface, fois B cosinus θ. Et ça, si on regarde à quoi ça correspond au produit scalaire de B et du vecteur surface qui est associé à votre spire, puisque θ, c'est l'angle qu'il y a entre B et M, si je suis encore à l'intérieur. Donc si c'est l'angle qu'il y a entre B et M, ou entre M et B, puisque le cosinus s'en fiche de l'angle, ce qui veut dire que ça fait bien intervenir le produit scalaire, puisque M est proportionnel et collinéaire au vecteur surface, et donc ça, on va faire une interprétation de nouveau en flux, en termes de flux du champ B au travers de la spire. Et c'est pour votre futur vous, mais pas votre futur vous dans bien longtemps, puisque c'est le chapitre I3 qui sera a priori traité la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette partie 2. La prochaine vidéo concernera la partie 3 et certainement la partie 4 aussi, parce que ne sont pas très grosses, donc on va pouvoir les mettre ensemble. Mais là, c'était le gros morceau de ce cours, c'est la démonstration de l'expression de ce gamma. Et ensuite, dans les exercices, il s'agira d'utiliser l'expression du gamma et notamment parfois aussi les rapports énergétiques.